Ils ont accusé leur mère sans poser de questions. Les histoires de Flo Dive. Dans cette maison, on entendait des éclats de rire. « Papa! Papa! Regarde !» s'écria Élise, la fillette de 4 ans, en courant. Elle tenait dans ses mains un dessin maladroit. L'homme rit de bon cœur. « C'est nous, ça ?» fit-il en la soulevant haut dans les airs. « Tu es sûre que maman est aussi ronde que ça ?» La mère sourit. Elle s'appelait Camilla, une femme douce au regard chaleureux. À ses côtés, son fils Hugo, 10 ans, portait fièrement son uniforme scolaire, cartable au dos. « Papa, aujourd'hui j'ai contrôle de maths. Tu pries pour moi, hein ? Toi-même tu es une prière, mon fils, répondit son père, Nathan, en lui tapotant la tête. Tu vas réussir. Il embrassa sa femme sur le front, serra ses enfants dans ses bras. Je vous aime, souffla-t-il. Je rentre tôt ce soir. On fera le jeu des devinettes, comme promis. Ils le regardèrent monter dans sa voiture, sourire aux lèvres. Il était 10h17 quand le téléphone de Camilla sonna. Un numéro inconnu. Elle hésita. Allô ? Allô ? Madame Nathan ? Ici l'entreprise CAD et Fils. C'est au sujet de votre mari. Sa voix s'éteignit d'un coup. Il va bien ? On a besoin que vous veniez à l'hôpital régional. Immédiatement, s'il vous plaît. À l'hôpital, un médecin l'attendait, visage fermé. Madame, je suis désolée. Votre mari a succombé à un arrêt cardiaque. Nous avons tout tenté. Non, ce n'est pas possible. Ce matin encore, il allait bien, Elle s'écroula sur le sol. On tenta de la relever. Son monde venait simplement de se taire. Le soir, la maison fut silencieuse. Hugo fixait le mur. Élise dormait dans les bras de sa mère, qui ne bougeait plus, pétrifiée. Une seule question tournait en boucle dans son esprit. Pourquoi ? 7 jours, juste 7 jours depuis l'enterrement. Le salon autrefois rempli de rire et de vie résonnait désormais comme un tambour creux. Camilla passait ses journées, assise à même le sol, dos contre le mur, regard sur la photo de Nathan. Les enfants, eux, ne comprenaient pas tout. Hugo se taisait, plus mûr que son âge. Élise posait 1000 questions auxquelles personne ne répondait. Et puis, un matin, on frappa à la porte. Camilla ouvrit. Devant elle, les 2 frères aînés de Nathan, Macan et Clément. Ils ne vinrent pas avec des condoléances. « Camilla, dit Macan sans détour, ce n'est plus ta maison. » Elle cligna des yeux, certaine de mal entendre. « Comment ça ? Tu n'as rien ici. Nathan était notre frère. Tu as pris sa vie, tu n'auras pas sa maison. »« Pris sa vie ?» répéta-t-elle choquée. « Tu crois qu'on ne sait pas ?» murmura Clément. « On sait ce que tu es. Une sorcière. Tu as vidé son cœur, tu l'as tué. Tu es une honte. Et où irions-nous ? demanda-t-elle. « Assez !» gronda Macan. « Tu ne prendras rien dans cette maison. Tu pars aujourd'hui même. Si tu veux, tu peux laisser les enfants. Nous, on va s'en occuper. Mais toi, tu dégages. » Camilla supplia, mais rien. « Je pars, dit-elle, mais je pars avec mes enfants. Eux aussi ont perdu leur père. Vous ne leur volerez pas ça. » Quelques heures plus tard, elle ferma la porte derrière elle. Un simple sac en main, contenant quelques biens personnels. 2 enfants à ses côtés. Aucun endroit où aller. Elle n'osa pas retourner dans son village natal. Là-bas, les femmes riraient dans leur dos. Alors, elle marcha, et marcha encore. Les bras d'Élise autour de son cou devenaient de plus en plus lourds. Hugo marchant derrière elle. « Maman, on va aller où ?» demanda Hugo. « Là où Dieu nous mènera, mon fils. Mais pas ici, pas avec ces gens, » dit-elle. Elle s'arrêtait devant chaque portail, chaque cour, chaque maison habitée, tenant toujours les mêmes mots sur le bout de la langue, comme un refrain désespéré. « Bonjour, je cherche du travail. Je peux laver, balayer, garder les enfants. Même cuisiner si vous voulez. » Chaque fois, la même réponse. « On n'a pas besoin de femme de ménage ici. Va plus loin. » Un vieil homme la regardait de bas en haut, sans répondre, avant de tourner la tête. Chaque refus plantait une aiguille dans sa dignité. Mais elle continuait. « Je peux même dormir dehors, » supplia-t-elle un jour. « Juste un coin d'eau, un peu de travail. Je ne suis pas venue voler. » La femme devant elle lui répondit. « Il faut partir. Mon mari ne veut pas d'histoires ici. » Finalement, ils se réfugièrent près d'un dépôt de planches, là où l'ombre des murs offrait un peu de répit. « Maman, on va mourir ici ?» demanda Hugo. « Pas tant que je respire, » répondit-elle sans le regarder. Une nuit, elle trouva un vieux hangar abandonné à côté du dépôt. Ils s'endormirent, recroquevillés, le ventre vide. Vers 22h, une voiture s'arrêta devant le dépôt. Une dame descendit avec précaution, un homme la suivait. « Attendez !» s'écria Camilla en se redressant brusquement. « Madame, monsieur, s'il vous plaît !» Ils s'arrêtèrent, surpris. « On ne veut rien voler.
ajouta-t-elle précipitamment. Je suis juste une mère. Mes enfants ont faim. Donnez-moi du travail, pas de l'argent, juste de quoi vivre dignement. La femme, qui s'appelait Esther, s'approcha lentement. Elle observa le visage de Camilla, ses habits usés, les enfants endormis à même le sol. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle. « Camilla. Et voici Hugo et la petite Élise. » L'homme, Yvon, le mari d'Esther, fronça les sourcils. « On ne peut pas accueillir tout le monde, dit-il. » Mais Esther ne bougeait pas. « Ce n'est pas une mendiante, murmura-t-elle. Elle est fière. Regarde-la. » Puis Esther ouvrit doucement la portière arrière de la voiture. « Montez, on n'a qu'une petite dépendance. Rien de luxueux, mais il y a un toit. » Les larmes de Camilla coulèrent sans un mot. Elle fit monter ses enfants. Cette nuit-là, pour la première fois depuis qu'ils ont été chassés de la maison, Camilla put laver ses enfants, les couvrir et les regarder dormir sans craindre l'aube. Le lendemain matin, Camilla balaya la cour, lava les vitres, frotta les casseroles. Et puis, quelques semaines après, les enfants reprirent l'école. Esther leur acheta de nouveaux uniformes. Hugo se plongea dans ses cahiers avec la rage de réussir. Élise retrouva son sourire. Camilla reprenait goût à la vie, même si c'était une vie à genoux. Car au fond, elle se disait « Tant que mes enfants mangent et dorment en paix, je peux tout supporter. » Les saisons passèrent, dans la maison de Monsieur Yvon et Madame Esther, les jours se suivaient avec une routine bien huilée. Camilla se levait avant le chant du coq, préparait le petit déjeuner, servait et disparaissait dans l'arrière-cour comme une ombre fidèle. Hugo, devenu jeune homme de 20 ans, brillait à l'école. Les professeurs en parlaient comme d'un futur médecin ou ingénieur. Élise, 14 ans, vive et douce, adorait lire. Esther les considérait presque comme ses propres enfants. Elle disait souvent à ses amis « Ces enfants-là, ce sont des perles. Si Dieu m'en avait donné, je les aurais voulus comme eux. » C'était un jeudi. Esther rentra à la maison précipitamment. Elle avait oublié quelque chose. Elle ouvrit la porte de la chambre, brusquement. Ce qu'elle vit, la coupa net. « Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je vois ?» hurla Esther. « Qu'est-ce que tu fais dans mon lit avec elle ?» Elle ne laissa pas le temps de s'expliquer. Ni à Camilla, ni à son mari. « Tu fais quoi avec mon mari? Toi que j'ai ramassé comme une mendiante. » Camilla tenta de parler, de se justifier, mais Esther n'entendait plus rien. « Dehors, dehors, avec tes enfants !» Elle lança les habits dehors. Camilla tenta de supplier. « Madame, je vous jure, ce n'est pas ce que vous croyez. » Mais c'était trop tard. Le scandale était fait. Et Camilla, tête baissée, rassembla ce qu'elle put. Une fois de plus, la rue les attendait. Hugo se tourna vers sa mère. « Tu l'as fait, hein? Tu as été intime avec lui ?» lança-t-il brusquement. Camilla tressaillit. Elle ne s'attendait pas à une telle violence dans la voix de son fils. « Ce n'est pas ce que tu crois, » souffla-t-elle. « Alors dis-moi, explique. Pourquoi tata Esther t'a surprise dans leur lit? Pourquoi elle t'a chassée comme une voleuse? Tu ne peux pas comprendre, Hugo. C'est à cause de toi qu'on est de nouveau à la rue, hurla-t-il. Tu es notre honte, maman. Tu nous as salis. » Camilla le regarda. Elle vit dans ses yeux le même feu que dans ceux de Macan, le frère de Nathan. « Je pars, » annonça Hugo. « Je retourne au village de papa. Je vais reprendre ce qui nous revient. Tu peux rester là, avec ta honte. » Élise aussi, d'une voix froide, annonça « Je vais le suivre. Je ne veux pas être celle qu'on pointe du doigt à cause de toi. Ma fille, reste avec moi. Tu es tout ce qui me reste. Je suis fatiguée, maman. Je ne veux plus te suivre. » Ils partirent tous les deux, direction le village. De retour au village, à l'entrée de la grande concession, Macan, le frère aîné de leur père Nathan, les attendait, bras grands ouverts. « Mes enfants du sang de mon frère !» Il s'avança et les prit dans ses bras tour à tour. « Vous êtes venus, enfin. C'est ici chez vous. Vous n'êtes pas des étrangers ici. Votre père aurait été si fier. » Hugo hocha la tête, crispé. Élise resta silencieuse, distante. « Installez-vous d'abord. Reposez-vous. Mangez. Ensuite, on parlera de tout. » Il les conduisit jusqu'à une case à l'arrière. Le soir venu, sous la lune pâle, ils s'assirent dans la cour. Macan prit une longue inspiration et déclara « Vous êtes les enfants de Nathan, et à ce titre, vous avez droit à tout ce qu'il a laissé. Les champs, la parcelle près du puits, et même cette case. » Mais il répétait toujours, les yeux mi-clos, « Mais les choses sont compliquées. Tu sais, les histoires d'héritage ici, ce n'est pas comme en ville. Il faut du temps, il faut de la patience, il faut purifier les liens. » « Purifier les liens ?» demanda Hugo. « Oui, tu sais, ce que ton père a laissé derrière lui, ce ne sont pas que des terres. Il y a des liens spirituels à remettre en ordre. Il faut se protéger, faire les choses proprement, et surtout, il faut être sûr que rien ne bloque votre avenir. »
Hugo et Élise échangèrent un regard. Pour la première fois, ils sentaient qu'on les réinstallait dans une dignité qu'ils croyaient perdue. De son côté, Camilla finit par revenir au village, le même village où elle était née, le même où son mari, Feu Nathan, avait grandi lui aussi, là où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Elle s'installa dans la maison de son père. Les femmes du village, qu'il avait connues jeunes et souriantes, disaient maintenant « Regarde-la, celle qui est revenue par la petite porte. On dit que même ses enfants ne veulent plus d'elle. C'est elle qui a ramené la honte dans le sang de Nathan. » Camilla croisait parfois ses enfants dans le marché ou devant les concessions. Ils ne lui parlaient plus. Hugo détournait le regard. Élise faisait semblant de ne pas la voir. Et puis, un matin, alors que le marché bruissait des cris des femmes, Hugo apparut. À ses côtés, Élise, les bras croisés, le regard froid, comme gelé dans une colère apprise. « Écoutez-moi bien !» lança Hugo d'une voix forte qui coupa le marché net. Les femmes s'arrêtèrent, les vendeuses suspendirent leurs gestes. Hugo pointa un doigt vers Camilla, qui s'était figée à quelques pas. « Cette femme-là, c'est notre mère, mais elle ne mérite plus ce nom. C'est elle qui a détruit notre famille. C'est elle qui a sali notre nom. C'est elle qu'on a surprise dans le lit d'un homme marié. C'est à cause d'elle que notre père est mort sans paix. C'est elle, la malédiction de notre sang. » Un murmure parcourut la foule. Des têtes se tournèrent avec malaise. Camilla ne bougea pas. Elle fixa son fils. Son regard ne tremblait pas. Elle s'éteignait en silence, debout. Hugo, haletant, termina. « Elle n'est plus rien pour nous. » Et il tourna les talons. Élise jeta un dernier regard à sa mère, puis elle le suivit. Quelques jours s'étaient écoulés depuis la scène du marché. Le nom de Camilla ne faisait plus les gros titres des conversations. Elle avait disparu, comme une feuille balayée par le vent. Certains disaient l'avoir vue marcher au crépuscule, d'autres prétendaient qu'elle ne sortait plus de sa case. Mais personne n'était allé vérifier. Sauf Gisèle, la femme discrète de Macan. Depuis plusieurs mois, elle venait en cachette, très tôt le matin, avant que son mari ne se réveille. Elle apportait des vivres ou juste une présence silencieuse. Elle savait que si Macan l'apprenait, il la gronderait. Il lui avait interdit de s'approcher de cette femme-là, mais Gisèle n'écoutait plus ce genre d'ordre. Elle avait vu dans les yeux de Camilla quelque chose que personne ne voulait plus voir, une dignité vivante dans un corps humilié. Ce matin-là, elle vint comme d'habitude, une petite calebasse de pâte de mil entre les mains. « Camilla, c'est moi, j'ai apporté un peu de pâte. » Aucune réponse. Elle posa le bol sur le petit tabouret devant la porte, puis frappa doucement. « Camilla, tu dors ?» Toujours rien. Elle hésita, puis poussa lentement la porte en bois. Camilla gisait, allongée de tout son long. Gisèle resta un instant figée, puis elle s'approcha. Camilla était morte. « Oh non !» souffla-t-elle. « Non, pas comme ça !» Lorsque Hugo et Élise apprirent la nouvelle, ils ne montrèrent rien, pas un mot, pas même un froncement de sourcils. C'est leur tante Gisèle qui vint les trouver. Elle les fit asseoir sous le manguier, à l'arrière de la concession. « Elle est partie seule, dit-elle, silencieusement, sans plainte, sans témoin. Maintenant que votre mère est sous terre, c'est trop lourd à garder. Je ne veux pas mourir avec ça sur le cœur. » Hugo baissa les yeux. Élise, elle, serrait ses bras contre elle, en silence. « Je sais que vous lui en avez voulu. Je ne vous juge pas. Mais elle n'a jamais dit un mot contre vous, pas un seul. Même quand elle pleurait la nuit, même quand elle me disait « Mes enfants sont encore vivants, alors je suis encore une mère. » Puis, doucement, la tante poursuivit. « Un jour, elle m'a tout raconté. Tout ce que vous ignorez. » Hugo redressa la tête, tendue. C'est-à-dire, Gisèle leva les yeux vers lui. « Ce jour-là, chez Madame Esther. Ce jour où on l'a accusée, où on vous a jeté dehors. Elle n'a jamais couché avec son mari volontairement. Jamais. » Hugo releva lentement la tête, les sourcils froncés. Gisèle poursuivit. « Ce n'est pas elle qui est allée vers lui. C'est lui. C'est Yvon. Depuis le début. Il l'a coincée dans la cuisine. Il attendait qu'elle soit seule. » Elle regarda Élise. « Ta mère se taisait. Pas parce qu'elle était coupable, mais parce qu'elle vous avait à nourrir. Parce qu'elle savait qu'avec un mot, cet homme allait la jeter dehors. Et vous, avec. »« Mais il a payé notre école, dit Hugo. Il nous logeait. » « Et c'est ça qu'il utilisait pour la tenir en laisse, » coupa Gisèle. « Elle me l'a dit un jour, en pleurant doucement. Il me donne à manger, mais il mange aussi ma dignité. Si je refuse, il dira que je suis ingrate, et mes enfants dormiront dehors. » Gisèle essuya une larme qui avait coulé sur sa joue sans prévenir. « Tu crois qu'elle a accepté ça avec joie? Elle n'a jamais voulu que vous sachiez, parce qu'elle vous aimait plus qu'elle ne s'aimait elle-même. » Élise pleurait maintenant, muette. Hugo regardait le sol, il tenta de s'accrocher. « Mais le féticheur, il... »
Il nous a dit que c'était elle. Sa voix était cassée. Il a vu des choses. Il a dit que c'était ma mère, qu'elle avait fait un travail, qu'elle avait donné le nom de papa, que c'est à cause d'elle qu'il est mort, et que tout ce qu'elle touche pourrit. Gisèle ne le quitta pas des yeux. Oui, je sais ce qu'il vous a dit, mais est-ce que tu t'es déjà demandé qui t'a conduit là-bas? Et pourquoi? Hugo leva lentement les yeux vers elle. Ton oncle Macan, reprit-elle, c'est lui qui vous a pris par la main, lui qui vous a emmené chez un féticheur que lui seul connaissait. Tu n'as pas trouvé ça étrange? Il disait que c'était pour honorer papa, murmura Élise. Gisèle hocha lentement la tête. Honorer ton père ou salir ta mère? Elle se pencha en avant. Hugo, mon fils, quand ton oncle parlait de Camilla, il ne disait jamais son nom. Il disait celle-là. Il disait la chose qui a tué mon frère. Mais est-ce qu'il t'a raconté ce qu'il voulait d'elle, avant même que Nathan ne la prenne pour épouse? Votre oncle Macan, dit-elle d'une voix plus basse. Avant même que Camilla épouse Nathan, il la voulait. C'était Camilla qu'il convoitait. Mais elle avait refusé. Elle avait choisi son frère à lui, et depuis ce jour, il n'a jamais pardonné. Ce n'est pas vrai, murmura Élise. Votre oncle n'a jamais voulu que Camilla soit heureuse. Il l'a vue revenir seule, humiliée, et il a vu là sa vengeance. Il a tout orchestré. Il a nourri vos soupçons. Il a profité de votre douleur. Et vous avez marché droit dans son piège. Hugo sentit un vertige violent, comme si le sol se dérobait sous lui. Tout ce qu'il croyait savoir. Alors j'ai tué ma mère. Gisèle se leva, s'approcha de lui, posa une main sur son épaule. Non, Hugo, ce n'est pas toi qui l'as tué. C'est le silence qu'elle a porté. Toi, tu n'as été que l'arme qu'on a placée dans sa main. Élise pleurait. Hugo, lui, restait là. Mais dans ses yeux, la colère avait disparu. Il ne restait plus que le vide qu'on ressent quand on découvre qu'on s'est trompé d'ennemi toute sa vie. Mais ce jour-là, Hugo et Élise décidèrent que le silence des autres ne serait pas le leur. On va lui faire des funérailles symboliques, des vraies, comme elle le mérite, déclara Hugo, les yeux en feu. Quand le jour de la cérémonie arriva, les habitants du village étaient présents. Et puis, Macan arriva. Vous gaspillez vos forces, dit-il à Hugo d'un ton sec. Tu fais ça pour te racheter, mais c'est trop tard. Cette femme ne méritait rien de tout ça. C'est elle qui a tué Nathan, ton père. Tu l'as oublié? Hugo se redressa. Non, tonton. Ce que j'ai oublié, c'est de poser les bonnes questions. Mais je commence à me souvenir. Tu as menti sur elle. Tu nous as retournés contre notre mère. Tu as payé un féticheur pour salir son nom. Elle ne s'est jamais défendue, continua Hugo. Elle nous a laissés partir. Elle a accepté les crachats, les insultes, la faim, parce qu'elle croyait que nous valions mieux que la haine. Et vous l'avez laissée mourir seule. Macan blêmit. Tu ne comprends pas, Hugo. Je comprends tout maintenant. Macan le fixa, et sans un mot de plus, tourna les talons. Ce jour-là, il comprit que quelque chose avait changé. Quand tout fut terminé, il resta seul près de la tombe. « Maman, je suis désolée. Je t'ai jugée avec les yeux d'un monde qui ne comprend pas les femmes comme toi. Pardonne-moi, maman. Le silence d'une mère cache souvent des combats que personne ne voit. Mais ce qu'elle endure pour ses enfants mérite d'être honoré, pas oublié. On ne juge jamais un cœur qu'on n'a pas entendu battre. La vérité ne crie pas toujours. Parfois, elle se tait et meurt en silence. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. À la prochaine pour une nouvelle histoire.